Bonjour à vous, cher abonné, et bienvenue sur Mystérieuses Affaires Criminelles. Aujourd'hui, j'aimerais que vous preniez une grande inspiration, parce que ce qu'on va évoquer ensemble dépasse l'entendement. Vous le savez, dans certaines affaires, le vrai cauchemar des enquêteurs ne réside pas dans le sang, ni dans les armes, ni même dans les suspects, mais dans ce qui manque, dans ce qu'on ne retrouve jamais. Oui, l'absence de corps, le vide, le néant. Et ce simple détail, dans de nombreux pays, suffit à faire tomber toute une instruction, comme un château de cartes. Mais parfois, les criminels vont si loin dans le cynisme, si loin dans la manipulation, que même sans cadavre, la justice parvient à refermer les barreaux. Et là, une question dérangeante se pose. Que feriez-vous, vous, si l'on vous disait qu'on peut condamner sans preuve matérielle ultime, sans corps, sans trace, juste une intuition, un puzzle morbide? Aujourd'hui, je vais vous plonger dans une affaire qui a glacé le sang de tous les policiers américains. Une affaire si sournoise, si déroutante, qu'elle remet en question la définition même de la culpabilité. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on commence. Teresa Ann Fielding est venue au monde le 9 septembre 1965. Sa mère s'appelait Claire, son père William. Une famille comme tant d'autres qui coulait des jours tranquilles à San Diego, en Californie. Soleil, palmiers, côte ouest. Un décor de carte postale pour une enfance paisible. Mais les apparences, vous savez ce que ça vaut. À l'adolescence, tout a changé. Les parents de Teresa ont décidé de tourner une page. Nouveau départ, nouveau foyer, direction Lafayette, un petit coin de Géorgie. Une ville discrète, presque effacée sur la carte. On l'appelle zone résidentielle. Vous savez, ces endroits où les rues sont calmes, les pelouses bien tondues et les secrets bien enfouis. Pas loin de là, il y a Chattanooga, plus animé, plus dense, mais situé dans l'État voisin, le Tennessee. C'est là que la famille Ann Fielding passait ses journées, pour le travail. Mais chaque soir, à la fin de leur journée, ils parcouraient les 50 kilomètres qui les séparaient de leur véritable foyer, à Lafayette. À cette époque, la ville comptait à peine 7000 habitants. Bien loin du tumulte urbain qu'ils avaient connu à San Diego, Lafayette offrait un cadre paisible, presque figé dans le temps, avec une communauté soudée où tout le monde connaissait son voisin. Un environnement rassurant où les liens sociaux faisaient office de filet de sécurité, du moins en apparence, car même dans ces coins qui ressemblent à des petits paradis, on peut croiser des monstres, des vrais, cachés derrière des sourires polis. Les parents de Teresa avaient volontairement choisi ce coin reculé pour changer d'air. Le père, originaire de la région, était convaincu qu'ici, leurs enfants grandiraient dans un climat plus sain et plus sûr qu'à San Diego. La famille Ann Fielding était nombreuse. Teresa faisait partie d'une fratrie de 5 enfants, dont 3 sœurs. Elle était l'enfant du milieu. Et comme souvent dans ce cas, elle jouait les médiatrices entre les aînés et les cadets. Toujours souriante, serviable, sociable. Elle avait ce don naturel pour apaiser les tensions, créer du lien, rendre les autres à l'aise. Elle était chérie par tous, ses frères et sœurs bien sûr, mais aussi par la ribambelle de cousins, cousines, neveux et nièces. En 1984, Teresa a terminé le lycée et, presque aussitôt après avoir obtenu son diplôme, elle a épousé l'homme qu'elle aimait. C'était leur premier amour, un amour fou, passionné qui leur avait fait perdre la tête à tous les deux. Mais, avec le temps, ils ont compris qu'ils s'étaient précipités. Leur union manquait de fondation solide. Ils étaient bien trop différents. Le mariage a fini par s'effondrer au début des années 90. Teresa, elle, a décidé de tourner la page, radicalement. Elle a repris des études et s'est formée pour devenir policière. Elle travaillait comme opératrice au sein du service de police de la ville. Très vite, la jeune femme, jolie, vive, charismatique, a attiré l'attention de plusieurs policiers. Parmi eux, Samuel Logan Parker. Samuel est né en 1956 à Lafayette, cette même petite ville du nord de la Géorgie. C'est là qu'il avait grandi, puis commencé sa carrière. Il avait une sœur aînée, Caroline, et un petit frère, Kenneth. Sam avait toujours été très proche de son père, avec qui il entretenait une relation presque fraternelle. En général, il inspirait la sympathie. C'était un homme intelligent, sociable, mais qui ne mâchait jamais ses mots. Et lorsqu'il ne taquinait pas son entourage avec des blagues piquantes,
Il passait son temps libre à explorer les environs. Il chassait, il pêchait dans les nombreux lacs d'eau douce qui entouraient la région. À 18 ans, Sam s'est engagé dans l'armée. Puis, au début des années 80, il est devenu officier de police. Son petit frère Kenneth, impressionné, a voulu suivre ses pas. Il a intégré le corps des Marines, puis s'est tourné vers les forces de l'ordre. Inspiré par Sam, il s'est même inscrit en faculté de droit. Car pour Sam, servir la loi, c'était une vocation. Il portait son uniforme avec une fierté presque militaire. Tout était impeccable. Chaque consigne, chaque procédure respectée au millimètre. Et ce n'était pas que de la poudre aux yeux. À l'époque des événements tragiques que nous allons évoquer, Sam avait déjà sauvé un enfant prisonnier d'un immeuble en feu. Ce geste héroïque lui avait valu le titre de « policier de l'année ». Beaucoup le considéraient comme un véritable héros, et les femmes ne restaient pas insensibles à son charme. Alors, quand une nouvelle opératrice nommée Teresa a intégré le service de police, la belle jeune femme de 20 ans a instantanément fait tourner les têtes, y compris celle de Sam. Le courant est vite passé entre eux, ils ont sympathisé, puis rapidement, Sam a invité Teresa à sortir. Leur relation a pris de la vitesse. Ils formaient un couple haut en couleur, remarqué, admiré. Mais du côté de la famille de Teresa, certains restaient prudents. Ils avaient remarqué que Sam avait tendance à aller trop loin dans ses plaisanteries. Et surtout, qu'il pouvait se montrer colérique, impulsif, instable. Tous deux avaient connu des échecs amoureux avant de se rencontrer. Teresa avait déjà été mariée une fois, et Sam, lui, était passé par 2 divorces. Il voyait en elle une dernière chance, l'opportunité de tout recommencer, de bien faire. C'est ainsi que le 11 septembre 1993, Teresa, alors âgée de 28 ans, a épousé Sam Parker, de 9 ans son aîné. Le même jour, il a été promu sergent de la police municipale. Elle, de son côté, venait d'être nommée chef du centre de coordination des urgences. Au début, tout semblait idyllique, un couple épanoui, un amour fort, des carrières qui évoluaient. Mais avec le temps, quelque chose s'est brisé, lentement mais sûrement. Les disputes étaient devenues monnaie courante dans le foyer, et pas de simples accrochages. Non, des conflits sérieux, violents, qui finissaient souvent en larmes. Certains proches soupçonnaient même que Sam avait recours à la force brute pour s'imposer. Un de ses amis a un jour comparé leur relation à des montagnes russes, des hauts, des bas, des secousses, mais toujours ensemble. Et pourtant, autour d'eux, beaucoup pensaient que ce tumulte leur convenait, qu'ils se nourrissaient de cette passion explosive. Teresa et Sam, de leur côté, ne se faisaient aucune illusion. Leur mariage était tout sauf simple. Mais malgré les tensions, ils ne laissaient jamais place à la haine. Pendant longtemps, le mot divorce n'avait même pas été envisagé. Ce n'est qu'en août 2006, après presque 13 ans de vie commune, que le couple a finalement déposé une demande de divorce. Une décision difficile, mais contre toute attente. L'hiver suivant, ils se sont réconciliés. Ils ont tenté de recoller les morceaux, une fois de plus, puis est arrivé mars 2007, et cette fois, Teresa a dit stop, définitivement. Elle est partie seule en voyage, au Mexique, une bouffée d'air, une échappée loin du tumulte. À son retour, elle a entamé les démarches pour refaire sa vie. Elle cherchait activement un nouveau logement, bien décidée à quitter Sam pour de bon. Elle envisageait même de s'installer dans une autre ville, en location. De son côté, lui voulait récupérer la maison. Teresa était en plein déménagement. Elle avait posé quelques jours de congé pour organiser son nouveau chez-soi, ranger, nettoyer, tourner la page. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'elle était déjà entrée dans la dernière ligne droite. Le 21 mars 2007, Teresa ne s'est pas présentée au travail. La veille de sa disparition, Teresa avait passé la journée à transporter ses affaires vers son nouveau logement, en compagnie de Sam. Après avoir trimballé des dizaines de cartons, elle avait fait un détour chez sa petite sœur, Christina. Dorénavant, elle vivait beaucoup plus près d'elle, ce qui lui permettait de voir plus souvent ses neveux. Une joie immense pour elle. Le soir venu, les 2 sœurs se sont dit au revoir. Mais Christina a ressenti quelque chose d'étrange, un pressentiment, comme un vide brutal, glacial. Une impression qu'elle n'allait plus jamais revoir Teresa. Elle a décrit ce sentiment plus tard comme une sorte de déchirure muette, survenue au moment où sa sœur montait dans son SUV. Teresa est ensuite retournée chez son ex-mari pour y passer la nuit. C'était plus pratique.
Elle pourrait ainsi reprendre le déménagement dès le lendemain matin sans perdre de temps. Vers 22h30, elle a fait un dernier arrêt chez une amie proche, Rhonda. Elle avait l'intention de rejoindre la maison, mais voulait s'assurer que Sam serait endormi à son arrivée. Elle ne voulait plus d'engueulade, plus de tension, juste la paix. Rhonda, étonnée, voyait là une rupture nette entre deux personnes qui, autrefois, s'aimaient follement. C'est là que Teresa lui a confié un lourd secret. Son ex-mari avait toujours eu un tempérament explosif. Et lorsqu'il buvait, c'était pire. Il devenait agressif, incontrôlable. Sur ces mots lourds de sens, les deux femmes se sont quittées. Rhonda est allée se coucher, et Teresa a pris la route, direction la maison de Sam. Ce que Christina avait ressenti, cette impression glaçante de ne plus jamais revoir sa sœur, n'était pas qu'un simple mauvais pressentiment. Le lendemain matin, à 6h, rongée par une angoisse soudaine, Christina a tenté d'appeler Teresa. Quelqu'un a décroché, mais à l'autre bout du fil, un silence glaçant. Aucun mot, aucune respiration, juste quelques secondes figées, puis la communication a été brutalement coupée. Christina a aussitôt rappelé, encore et encore. Mais cette fois, elle tombait systématiquement sur la messagerie vocale. Rien, pas de signe de vie. De son côté, Rhonda, elle aussi inquiète, a essayé tous les numéros que Teresa utilisait, personnel, professionnel, fixe. En vain. Aucun ne répondait. L'angoisse grandissante, Rhonda a fini par appeler le poste de police pour signaler la disparition inquiétante de son amie. Elle a demandé qu'on vérifie si tout allait bien. Teresa ne répondait plus à personne, et ce n'était pas dans ses habitudes. Au travail aussi, son absence avait immédiatement alarmé ses collègues. Teresa ne manquait jamais une seule journée. Jamais. La police a donc envoyé une patrouille au domicile de Sam. Il était environ 6h30 du matin. Les agents ont frappé à la porte. Pas de réponse. Ils ont alors contourné la maison, lampe torche en main, scrutant les fenêtres, cherchant le moindre indice. Leur objectif, localiser le SUV de Teresa ou elle-même. Mais rien. Le véhicule avait disparu. Et dans le garage, il n'y avait que le pick-up de Sam. Les policiers se sont ensuite rendus à la nouvelle adresse de Teresa, mais là non plus, personne n'a ouvert. Ils sont donc repartis, bredouille. Mais un détail troublant n'a pas tardé à faire surface. Un peu plus tard, le SUV de Teresa, celui qui avait mystérieusement disparu, est réapparu, garé juste devant la maison qu'elle partageait autrefois avec Sam. Une chose était certaine, depuis sa visite chez Rhonda, la veille au soir, personne n'avait revu Teresa vivante. Même Sam, son ex-mari, a tenté plusieurs fois de la joindre. Lui aussi s'est demandé où elle pouvait bien être passée. Au début, les proches n'ont pas paniqué. Ils se sont dit que Teresa devait simplement être occupée à aménager son nouvel appartement. Le déménagement venait d'avoir lieu, après tout. Peut-être qu'elle rangeait, nettoyait, et qu'elle n'entendait pas son téléphone, mais ce qui clochait, c'est qu'elle ne rappelait jamais. Et ça, ce n'était pas dans ses habitudes. Teresa répondait toujours, tôt ou tard. Cette fois, rien. Le silence. La journée entière s'est écoulée sans aucune nouvelle, puis une autre, et encore une. Le vendredi 23 mars, l'inquiétude s'est transformée en angoisse. Christina, sa sœur, continuait d'affirmer avec certitude que Teresa était en danger. C'était une conviction viscérale. Elle le sentait sans preuve, mais avec cette certitude instinctive que seuls les proches peuvent éprouver. Finalement, 3 jours après la disparition, le 24 mars 2007, la famille a officiellement signalé l'absence de Teresa au bureau du shérif. Dès le départ, les autorités ont considéré l'affaire comme hautement prioritaire. Plusieurs enquêteurs ont été envoyés chez Sam pour l'interroger sur les dernières heures avant la disparition de son ex-femme. Et très vite, l'enquête a pris de l'ampleur. Le Bureau fédéral d'investigation de l'État de Géorgie a été mobilisé. Certains pensaient que ce déploiement massif était uniquement dû au fait que Teresa travaillait dans un service d'urgence, qu'elle faisait partie du système. Mais en réalité, ce n'est pas juste son poste qui a déclenché une telle mobilisation. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle l'enquête avait été immédiatement prise au sérieux. Les autorités étaient au courant de précédents cas de violence domestique au sein du couple. Et ces antécédents n'avaient rien de léger. Le 4 mai 2002, plusieurs années avant la disparition, des agents de police avaient déjà été appelés au domicile de Sam et Teresa. Ce soir-là,
C'étaient les voisins eux-mêmes qui avaient alerté les forces de l'ordre. Sam était ivre, furieux, incontrôlable. Il avait passé la journée à boire de la vodka. La bouteille, d'ailleurs, était encore bien en vue dans le frigo. Et dans cet état, Sam n'était plus du tout le mari aimant qu'il prétendait être. Il devenait agressif, instable, dangereux. Ce soir-là, il avait accusé Teresa de le tromper. Fou de rage, il avait jeté toutes ses affaires et ses vêtements dans le jardin. Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont remarqué un bleu visible sur le visage de la jeune femme, une marque nette, récente, comme un coup. Mais Teresa a refusé de porter plainte. Le même genre d'incident s'est reproduit moins d'un an plus tard, le 27 avril 2003. Le couple était alors en vacances en Floride. Il dînait dans un restaurant quand Sam a recommencé à boire. Beaucoup. Trop. En public, il s'est mis à hurler sur Teresa, l'accusant une nouvelle fois et cette fois, il est allé jusqu'à la menacer de mort, devant témoins. Effrayée, Teresa a quitté précipitamment le restaurant, s'est installée au volant et a tenté de s'enfuir. Mais à ce moment-là, Sam a sorti son arme de service et il a tiré, à plusieurs reprises, sur la voiture. Même après l'arrivée de la police locale, il a continué à l'insulter, à l'humilier, tout en niant avoir tiré. Mais les agents ont fouillé son véhicule et retrouvé 2 armes à feu dont l'une portait des traces d'utilisation très récentes. Lorsque Teresa a réitéré ses accusations, Sam n'a pas nié cette fois. Il a juste déclaré qu'il allait se suicider. Il a alors été placé en hospitalisation psychiatrique forcée pendant 72 heures dans un centre spécialisé en Floride pour être évalué et surveillé par des médecins. Cette hospitalisation d'office avait pour but d'évaluer son état psychologique. Et les médecins avaient de bonnes raisons de s'inquiéter. Ce n'était pas seulement ses excès de colère ou son agressivité qui les alarmaient, mais aussi certaines de ses blagues, comme celle qu'il avait déjà répétée plusieurs fois. « Je sais comment faire disparaître un corps pour qu'on ne le retrouve jamais. » Et ce n'était pas un fantasme sorti de nulle part. Des témoins affirmaient l'avoir entendu prononcer cette phrase lors de la dispute au restaurant, en Floride. Et vu le contexte, personne ne l'avait prise à la légère, d'autant plus qu'il ne s'agissait probablement pas d'une simple menace en l'air. Sam connaissait la procédure, les méthodes d'enquête, les failles du système. Il savait exactement quoi faire pour tromper les enquêteurs et faire disparaître des preuves. En plus de cela, il avait une connaissance approfondie de la région. Chaque sentier, chaque recoin caché des forêts tropicales locales, il les connaissait comme sa poche. Teresa n'était pas la première femme à avoir vu ce côté sombre de Sam. Une autre de ses ex-épouses avait confié qu'il devenait systématiquement dangereux dès qu'il touchait à l'alcool. Violent, incontrôlable, dangereux. Une ancienne conjointe, prénommée Kayla, a même raconté un épisode terrifiant. Un soir, pris d'une rage soudaine, Sam a brisé un verre contre le sol. Puis il l'a attrapé par les cheveux et l'a traîné à travers les éclats de verre. Le sol était couvert de sang. Il l'a ensuite attaché au lit et il l'a laissé là jusqu'au matin lorsqu'il a dû partir travailler. Comme si de rien n'était. Kayla a également affirmé qu'il l'avait étranglé à plusieurs reprises, qu'il lui avait pointé son arme dessus et qu'il s'était même servi de ce même pistolet pour la contraindre au silence, pour l'empêcher de parler de l'histoire du verre brisé. Sam l'avait tout simplement réduite au silence, par la peur, par la terreur. Kayla avait eu de la chance. Elle avait réussi à s'extraire de cet enfer, à fuir, à reconstruire sa vie dans une autre ville. Loin de lui, loin du danger. Mais pour Teresa, il était peut-être déjà trop tard. Les enquêteurs, eux, étaient déterminés. Cette affaire ne concernait pas une disparition ordinaire. Elle impliquait 2 membres des forces de l'ordre, 2 représentants de l'État. L'enjeu était énorme. L'image même de la police locale était en jeu. Ils ont commencé par les bases. Inspecter la nouvelle résidence de Teresa, celle où elle s'apprêtait à emménager. Sur la porte, une note du livreur était restée coincée. Il n'avait pas pu remettre un colis. Teresa ne s'était jamais présentée. À l'intérieur, rien ne semblait anormal. Des piles de cartons jonchaient encore le sol, remplis de vêtements, de vaisselle, d'effets personnels. Preuve qu'elle n'avait pas eu le temps de déballer. Preuve qu'elle n'était jamais revenue. Les policiers ont ensuite concentré leurs efforts sur la maison de Sam. Elle a été fouillée à 5 reprises, 5 perquisitions complètes. Ce qui, évidemment, a fortement déplu à l'ex-mari.
Il s'est montré agacé, surtout lorsqu'on lui a confisqué ses armes de chasse pour analyse, mais malgré tous ses efforts, aucune piste concrète, aucune trace de Teresa, aucun indice tangible. Ses affaires étaient toujours là, son argent aussi, son téléphone, tout ce qu'elle utilisait au quotidien, tout ce qui prouvait qu'elle n'avait pas fui, la théorie d'une fugue volontaire. Elle avait été écartée dès les premières heures. Aucune activité n'a été enregistrée sur ses comptes bancaires, aucun retrait, aucun paiement, et son numéro de sécurité sociale, lui aussi, était resté totalement inactif. À la fin du mois de mars 2007, toute la communauté de Lafayette était en état de choc. Teresa, cette femme douce, gentille, appréciée de tous, s'était volatilisée, et personne ne savait où elle était passée. La peur s'était installée. Les rues devenaient désertes dès la tombée de la nuit. Les voisins parlaient à voix basse, redoutant l'idée qu'un tueur en série puisse rôder dans les environs. Mais pour les proches de Teresa, une autre hypothèse s'imposait, bien plus intime, bien plus personnelle. Ils en étaient convaincus, ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas un psychopathe de passage, c'était Sam. Et pourtant, l'homme affichait une mine inquiète. Il prétendait être bouleversé par la disparition de son ex-femme. Il allait même jusqu'à affirmer qu'elle avait probablement fui pour échapper au divorce, qu'elle ne voulait pas affronter les procédures, qu'elle s'était simplement éclipsée. Mais cet argument sonnait creux. Teresa n'avait aucune raison de fuir. C'était lui, au contraire, qui avait tout intérêt à ce qu'elle disparaisse. C'était lui qui avait à perdre. Malgré tout, les recherches se sont intensifiées et la ville entière s'est mobilisée. Des centaines de volontaires ont rejoint les forces de l'ordre pour ratisser les forêts, les routes, les sentiers. Les autorités, de leur côté, ont tout mis en œuvre. Des plongeurs ont été envoyés fouiller les plans d'eau les plus profonds. Des caméras sous-marines robotisées ont été déployées dans les grottes et cavités submergées. Certains étangs ont même été complètement asséchés. L'eau était trop trouble, le fond trop encombré pour distinguer quoi que ce soit à l'œil nu. Partout dans la ville, des affiches ont été placardées. Des panneaux publicitaires affichaient le visage de Teresa. Des flyers ont été distribués et une ligne téléphonique spéciale a été ouverte pour recueillir tout témoignage ou toute information pouvant faire avancer l'enquête. Pendant toute la durée des recherches, près de 500 km² ont été minutieusement inspectés. Et pourtant, rien. Pas une trace, pas un indice. Le terrain rendait la tâche presque impossible. La région était truffée de forêts épaisses, de montagnes escarpées et de centaines de petits étangs ou plans d'eau. Un vrai labyrinthe naturel, un cauchemar logistique. Les enquêteurs, eux, n'ont pas baissé les bras. Ils ont interrogé toutes les personnes ayant été en contact avec Teresa dans les semaines précédant sa disparition. En une seule semaine, plus d'une centaine de témoins ont été entendus. Et au fil des témoignages, le vrai visage de Sam a commencé à émerger. On le décrivait comme un homme d'une jalousie maladive, impulsif, et complètement incontrôlable lorsqu'il buvait, ce qui arrivait souvent, très souvent. Il buvait sans mesure et se transformait en un autre homme. Ce qui frappait, c'est que Teresa avait longtemps gardé le silence. Pendant des années, elle s'était accrochée à son mariage, refusant d'abandonner. Elle cachait tout, ne disait rien, même lorsqu'elle subissait des violences. Mais sa famille, elle, avait des doutes depuis longtemps. Ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Et lorsqu'en mars 2007, elle avait enfin décidé de tout arrêter, ils avaient été soulagés. Et ils l'avaient soutenue. Du côté de la famille de Sam, le discours était tout autre. Pour ses proches, il était quelqu'un de gentil, drôle, généreux, malgré ses problèmes avec l'alcool. Aucun d'eux ne se souvenait d'un seul moment où Sam aurait perdu le contrôle en étant ivre. Aucun, sauf une. Sa sœur cadette. Elle se souvenait très bien du tempérament explosif de son frère. Elle savait qu'il ne laissait jamais passer un conflit, qu'au lieu de calmer les choses, il avait tendance à les envenimer. Et c'était précisément ce que Teresa avait vécu. Le 25 mars, les détectives ont convoqué Sam pour un entretien. À ce moment-là, il n'était pas encore officiellement considéré comme suspect. Mais très vite, des incohérences sont apparues dans ses déclarations. Lors de l'échange, Sam a affirmé qu'au matin de la disparition, en partant à la pêche, il avait vu la voiture de Teresa garée près de la maison.
Sauf que cette affirmation contredisait les observations des policiers venus sur les lieux après l'appel inquiet de Christina. À leur arrivée, aucun véhicule n'était présent devant la maison. Rien. Ce n'est que plus tard que le SUV de Teresa avait mystérieusement réapparu, sans que personne ne voie qui l'avait ramené. Autre élément troublant, Sam a affirmé ne pas avoir essayé de contacter son ex-femme ce matin-là, ce qui s'est révélé faux. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs appels émis depuis son téléphone vers celui de Teresa ce jour-là. Pourquoi mentir sur un détail aussi mineur? Quelle était l'intention derrière cette petite omission? À ce stade, les policiers ont commencé à prendre Sam bien plus au sérieux. Ils ont intensifié les interrogatoires. Et très vite, il a changé de version. Cette fois, il a lancé une toute autre histoire. Selon lui, Teresa ne serait pas portée disparue, mais aurait fui volontairement. Et pas seule. Elle serait partie avec un certain Elvis, un homme qu'elle aurait rencontré récemment pendant son voyage à Cancún, au Mexique. Un nouveau rebondissement. Les enquêteurs, sceptiques mais méthodiques, ont décidé de creuser cette piste. Ils ont pris l'affaire très au sérieux, tellement au sérieux qu'ils ont organisé un déplacement au Mexique. Là-bas, ils ont interrogé des dizaines, puis des centaines de personnes, des guides touristiques, des employés d'hôtels, des habitants locaux, des commerçants. Mais cette expédition au Mexique n'a rien donné. Aucune trace de Teresa, aucun Elvis, aucun témoin, rien, absolument rien. Les enquêteurs n'y ont donc pas cru une seconde. Pour eux, l'histoire de la fugue romantique n'était qu'un écran de fumée, une diversion bancale. Et pourtant, malgré la pression croissante, Sam Parker continuait à nier, inlassablement. Il répétait qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de son ex-femme. Mais le 3 avril, un événement totalement inattendu est venu bouleverser l'enquête. Ce jour-là, la police a procédé à une arrestation. Et à la stupeur générale, ce n'était pas Sam qu'on a menotté, mais l'un de ses collègues, un certain Ben Chaffan. L'arrestation a été tenue secrète. Aucune déclaration officielle. Aucun détail livré à la presse. Mais on a appris que Ben était accusé d'avoir violé son serment de fonctionnaire, d'avoir interféré avec des preuves et d'avoir accédé illégalement à des données personnelles par le biais de son ordinateur professionnel. Le shérif du comté, interrogé par les médias, est resté vague. Il n'a pas expliqué pourquoi l'enquête s'était soudainement tournée vers un autre policier. Il s'est contenté de dire que cet événement représentait une avancée dans le dossier. Mais cette avancée n'a pas duré. Ben Chaffin a finalement été relâché. Toutes les charges ont été abandonnées. Aucune preuve n'a été retenue contre lui. Pendant ce temps, Sam Parker, lui, voyait son monde s'effondrer. Après 25 années de service, il a été officiellement renvoyé de la police. Ce licenciement faisait suite aux révélations choquantes sur ses antécédents de violence conjugale. Et malgré son insistance, il n'a jamais été autorisé à reprendre son poste après sa suspension. Une enquête interne a été ouverte à son encontre, et ce qu'elle a révélé a glacé le sang des enquêteurs. Dans son casier personnel, au poste, ils ont trouvé de la dynamite. Oui, vous avez bien lu, de l'explosif. L'enquête a duré encore plusieurs mois. Mais une question en particulier obsédait les enquêteurs. Comment la voiture de Teresa avait-elle réapparu, comme par magie, devant la maison de son ex-mari? Qui l'y avait ramenée? Et surtout, quand? Les experts ont examiné minutieusement le véhicule. À l'intérieur, ils ont trouvé des taches de sang, mais surtout des traces nettes de nettoyage. Quelqu'un avait tenté de faire disparaître des preuves. Fait troublant, le tapis du coffre avait disparu complètement, et sur le pare-choc arrière, ils ont détecté du sang. L'analyse ADN a confirmé qu'il s'agissait bien de celui de Teresa. Dans cette même voiture, on a aussi retrouvé de l'ADN appartenant à Sam. Mais cela à lui seul ne prouvait rien. Après tout, ils avaient partagé cette voiture à de nombreuses reprises lorsqu'ils étaient encore mariés. Malgré ce flou, les preuves s'accumulaient. Alors, la décision a été prise. Sam Parker devait être arrêté, mais pas question de prendre de risques inconsidérés. Les enquêteurs savaient à qui ils avaient affaire, un policier, armé, potentiellement instable. Un homme capable de résister et de riposter. Ils ont donc choisi une approche discrète. Pas de groupe d'intervention, pas de violence. Juste une entrée calme, stratégique. Le 4 février 2008,
Près d'un an après la disparition de Teresa, les policiers se sont présentés devant la porte de Sam Parker. Il a ouvert sans faire d'histoire. Et il s'est laissé arrêter, sans un mot, sans résistance. Dès le lendemain, les chefs d'accusation sont tombés. Meurtre de Teresa Parker, fausse déclaration à la police, violation de la vie privée par accès illégal à un ordinateur, rupture du serment de fonctionnaire et atteinte à la confidentialité de citoyens. Aucune possibilité de libération sous caution. Mais même derrière les barreaux, Sam a continué de clamer son innocence. Mais pour la famille de Teresa, aucun doute n'était possible. Sam était coupable. Il l'avait toujours affirmé. Teresa avait peur de lui. Elle ne voulait même plus rentrer chez elle, et elle l'avait confié à plusieurs proches. Elle redoutait ce que son ex-mari serait capable de faire. Malgré les accusations de meurtre portées contre Sam Parker, un problème majeur subsistait. Le corps de Teresa n'avait jamais été retrouvé. Et dans l'État de Géorgie, cela compliquait sérieusement la procédure. D'un point de vue juridique, obtenir une condamnation pour meurtre sans cadavre restait extrêmement rare. Historiquement, seuls quelques cas s'étaient soldés par une condamnation lorsque le corps de la victime n'avait jamais été découvert. Alors le ministère public s'est concentré sur ce qu'il avait de plus solide, les témoignages. Des proches, des ex-épouses, des collègues. Tous ont dépeint un homme violent, manipulateur, souvent incontrôlable. L'accusation a également passé au crible chaque détail matériel, chaque élément de preuve, avec une minutie implacable, en espérant trouver ce qui leur manquait encore. Et finalement, le 17 août 2009, le procès s'est ouvert devant la Cour supérieure du comté de Walker. 12 jurés, 6 femmes et 6 hommes ont pris place dans la salle d'audience. Le parquet a présenté Sam comme un homme dangereux, récidiviste. Il avait, selon eux, agressé chacune de ses ex-épouses. Il avait tenté d'en tuer certaines. Il avait menacé d'autres avec des armes. Et surtout, il avait déjà déclaré qu'il savait comment faire disparaître un corps sans jamais qu'on ne le retrouve. L'accusation a reconstitué la soirée du 20 mars 2007. Selon leur version, Teresa, épuisée, était revenue chez son ex-mari pour y passer la nuit. Elle espérait qu'il serait déjà couché, qu'elle pourrait éviter une nouvelle dispute. Mais Sam l'attendait. Et quand elle est arrivée, la colère a explosé, une énième dispute a éclaté, puis une bagarre, et cette fois, Teresa n'en est pas ressortie vivante. Quoi qu'il en soit, selon l'accusation, Sam aurait tué son ex-femme cette nuit-là, puis aurait placé son corps dans le coffre de sa propre voiture. C'est ensuite qu'il aurait commencé à construire son alibi, étape par étape. Plus tard, il aurait déplacé le corps, l'aurait abandonné dans un lieu reculé, un endroit si bien choisi qu'on ne le retrouverait jamais. Ensuite, il aurait nettoyé l'habitacle de la voiture avec soin, utilisant des produits ménagers pour effacer les traces. Il avait même retiré le tapis du coffre, possiblement souillé par le sang. Mais un élément a fait vaciller le silence. Vers 4 heures du matin, cette nuit-là, Sam aurait passé un appel à son ami Ben. Lors de cette conversation, il aurait déclaré avoir tué Teresa. Il aurait aussi affirmé qu'il comptait cacher son corps dans un endroit si sécurisé que personne ne pourrait jamais le retrouver. Une confidence qui, selon lui, devait rester à jamais secrète. Mais Ben, ce même collègue de police, qui avait été arrêté quelques mois auparavant, a finalement témoigné. En échange de l'abandon total des charges pesant contre lui, il a accepté de coopérer et de se présenter devant le tribunal pour témoigner contre son ami. Problème, Ben avait raconté 5 versions différentes de cette histoire lors de ses interrogatoires. Et cette instabilité dans ses déclarations suffisait à remettre en question la crédibilité de ses propos. L'accusation n'en démordait pas. Au moment de la disparition de Teresa, Sam présentait des éraflures visibles sur les mains et le visage. Pour les procureurs, c'était évident. Teresa s'était défendue. Ces marques étaient des traces de lutte. Sur le banc des témoins, un expert a démontré qu'en cas d'étranglement, une victime pouvait facilement provoquer ce genre de blessure sur son agresseur en se débattant. Mais la défense a balayé ces allégations. L'avocat de Sam a soutenu que son client n'avait jamais touché Teresa ce soir-là, qu'il n'était pas responsable, et que la voiture, elle aurait pu être nettoyée par Teresa elle-même bien avant sa disparition. Elle aurait pu se blesser accidentellement.
et jeté le vieux tapis du coffre parce qu'il était sale. Chaque élément présenté par le procureur a été qualifié de circonstanciel. Rien de direct. Pas de preuves matérielles. Pas de témoins oculaires. Pas de corps. Sam, de son côté, a accusé son ex-femme d'infidélité. Il a même expliqué qu'il avait mené sa propre petite enquête pendant un voyage qu'elle avait effectué au Mexique. Il avait découvert qu'elle avait réservé une chambre double, alors qu'elle était censée voyager seule. Elle avait même utilisé un faux nom. Mais aucune preuve n'attestait d'une liaison. Juste des soupçons. Sam est même allé jusqu'à accuser l'un de ses collègues, celui qui avait mené les perquisitions dans sa maison, d'entretenir une relation secrète avec Teresa. Ce dernier a fermement nié, et les faits, eux, ne confirmaient rien. Quant à cette chambre d'hôtel double, l'explication était peut-être bien plus simple. Peut-être que Teresa avait juste voulu un lit plus grand, ou que l'hôtel n'avait plus de chambre simple disponible. Après 3 jours de délibération, les jurés n'avaient toujours pas de preuves irréfutables, pas de corps, pas d'aveu. Et Sam Parker continuait de marteler qu'il était innocent. Ni preuve directe de son crime, ni preuve formelle que Teresa Parker était même morte. Les jurés se sont retrouvés dans une impasse. Incapable de rendre un verdict unanime, le tribunal a ordonné un nouveau procès. Pour débloquer la situation, on a alors proposé d'appliquer la méthode dite « Allen Charge », une procédure exceptionnelle visant à fournir aux jurés minoritaires des explications plus approfondies sur l'affaire, dans l'espoir de les faire évoluer vers un consensus. Et cela a fonctionné. Le 3 décembre 2009, soit 2 ans et demi après la disparition de Teresa Parker, Sam Parker a été reconnu coupable de meurtre, sur la base de cette méthode. Il a également été reconnu coupable d'entrave à l'enquête et de violation de son serment de fonctionnaire. Pour les autres chefs d'accusation, il a été acquitté, mais la peine était ferme, écrasante. Prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, avec 5 années supplémentaires. Jusqu'au bout, Sam a nié toute implication dans la disparition de son ex-femme. Il a immédiatement déposé une demande de révision du procès qui lui a été refusée. Et puis, près de 3 ans et demi après cette nuit fatale, un rebondissement est venu mettre un terme à l'attente. Le 20 septembre 2010, à la suite d'une crue de la rivière Chattooga, 2 agriculteurs ont fait une découverte glaçante dans un champ de maïs. L'un d'eux a trébuché sur un objet étrange, une mâchoire humaine. Les jours suivants, une équipe spécialisée a fouillé les environs. Ils ont mis au jour presque un squelette entier. Et grâce au dossier dentaire, il n'y avait plus de doute. Il s'agissait bien de Teresa Parker. Son décès était désormais confirmé. La cause de la mort, un traumatisme crânien sévère. Le trou dans le crâne excluait l'usage d'une arme à feu. C'était autre chose, plus brutal, plus direct. Le lieu où le corps avait été découvert se situait à environ 100 km du domicile de Sam Parker, exactement dans la direction où il avait déclaré être allé pêcher ce fameux 21 mars 2007, un itinéraire confirmé par les données de géolocalisation. Difficile d'y voir une coïncidence. Pour la police comme pour la famille, c'était la preuve finale, la pièce manquante. Et pourtant, Sam Parker continue de nier, inlassablement. Il clame son innocence depuis sa cellule, où il purge toujours sa peine à perpétuité. Ok, chers abonnés, c'est la fin de cette triste affaire. Si cette affaire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. À très vite sur Mystérieuses Affaires Criminelles.